Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous avez passé une très bonne fête de Pâques. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Mardi Médical. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Pouna Yves Valéry, le promoteur du Mardi Médical. Ce soir, nous allons aborder un thème qui, pour la première fois, a déjà été abordé dans l'émission. Comment dire? C'est la première fois que nous répétions un thème parce qu'il présente vraiment un intérêt particulier. Le thème avait été abordé une première fois en fin d'année ou milieu d'année 2024. Il avait fait pas mal de polémiques, tant sur le plan des statistiques ou sur le plan des personnes qui avaient des plaintes particulières, qui n'avaient pas pu trouver solution à leurs problèmes. Donc nous avons jugé bon de relancer ce thème qui est l'endométriose et qui sera abordé cette fois-ci, non pas par un résident en gynécologie, mais par un médecin qui vraiment est spécialisé en la chose. Comment dire? Le docteur Kassia est spécialiste de la procréation médicalement assistée. L'endométriose a cette particularité de déteindre sur la fertilité. Donc, le docteur Kassia est spécialiste de cette procréation-là, assiste les personnes, les femmes, ou alors mieux les couples qui ont ce déficit en termes de conception. Et donc, il est mieux placé pour aborder le thème. Il travaille également au CRACER, qui est le centre agréé, le centre particulier, le centre qui est spécialisé dans la reproduction humaine, qui est situé dans la ville de Yaoundé. Donc, il a une vue un peu plus globale et un peu plus pratique surtout sur la chose, une vue moins théorique que les prédécesseurs. Donc, je vous conseille d'être un peu patient, le temps qu'il nous rejoigne, mais surtout de partager le direct avec votre communauté en attendant que le médecin nous rejoigne pour que plus d'un puisse en profiter et que tous les tabous soient levés. Qu'il y ait plus des personnes qui se disent « Ok, j'ai des règles douloureuses, c'est quelque chose de normal. » Non, c'est pas normal d'avoir des règles douloureuses. Donc, on va en parler ce soir et on va dire quand est-ce qu'il faut... on va dire quand est-ce qu'il faut... Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Il y a l'invité qui m'écrit. Je vais le rajouter. Ok, désolé du petit retard. Je donnais quelques directives à l'invité sur comment rejoindre le direct. Donc, ce soir, il sera question de lever tous les tabous, que le médecin, que les patients, enfin, que vous qui êtes notre auditoire, ne vous dites pas que c'est normal d'avoir les règles douloureuses, que c'est normal, je sais pas, d'avoir par exemple des rectorragies, c'est-à-dire du saignement péranal lorsqu'on est en période menstruelle, tout ce genre de... Anne-Lorraine. Bonsoir Anne-Lorraine, vous aviez été gentil, mais je crois qu'on se comprend quand même. En tout cas, nous sommes revenus avec de meilleures approches. J'espère que ce soir, on ne fera pas la guerre, on fera la paix, tous unis pour combattre l'endométriose. Donc, comme je disais tantôt, on va lever tous les tabous. Peut-être si l'une des demoiselles qui est dans le direct et qui fait partie, parce que oui, ça existe, une communauté de lutte contre l'endométriose, si l'une d'elles est dans le direct et qu'elle souhaite bien venir en direct pour partager une expérience, il n'y a pas de souci, on va le faire par la suite. Donc, veuillez, s'il vous plaît, faire preuve de patience. On va prendre notre invité dans quelques instants et nous allons pouvoir dire la science. Comme je l'ai dit en attendant, n'hésitez pas à partager le direct dans vos différents statuts, dans vos différents forats pour faire en profiter votre communauté. Veuillez faire preuve de patience, s'il vous plaît. Docteur Yves, s'il te plaît, si tu es dans le direct, déjà, essaie d'envoyer un petit commentaire que je puisse te voir et que je puisse t'ajouter dans le direct. Parce que là, parmi la liste de ceux qui sont éligibles, entre guillemets, je ne te vois pas. Donc, si tu es dans le direct, déjà, essaie d'écrire n'importe quoi comme commentaire que je puisse t'ajouter dans le live, s'il te plaît. Donc, bonsoir à tous les nouveaux. Pour ceux qui ne savent pas, le Mardi Médical, c'est une émission qui auparavant était hebdomadaire mais qui actuellement est mensuelle compte tenu du programme un peu chargé, des invités, du modérateur. Là, nous sommes, je ne sais même pas, à la 40e séance du Mardi Médical, mais le but c'est de dire la science. Quand on dit dire la science, c'est éduquer les masses, éduquer la population a priori profane sur les thèmes de santé les plus courants, pour que vous puissiez profiter des enseignements, mais également profiter pour poser des questions en retour sur vos zones d'ombre pour qu'on puisse vous édifier et pourquoi pas prendre des consultations directement avec des spécialistes pour un suivi long terme. Veuillez faire preuve de patience s'il vous plaît, l'invité va nous rejoindre. Merci de faire preuve de patience. Alors, l'émission a un plan particulier, mais ce que je tiens à vous dire, c'est qu'au fur et à mesure que la présentation sera faite, vous pourrez poser des questions. N'attendez pas qu'on termine la présentation, qu'on soit à la phase des questions pour mettre des questions en commentaire. Donc, au fur et à mesure que la présentation est faite, si vous avez une zone d'ombre, n'hésitez pas à laisser la question en commentaire. Et donc, à la fin, dans l'ordre chronologique, on répondra aux questions qui auraient été posées. Docteur Yves, s'il te plaît, si tu es dans le direct déjà, essaie de laisser un message en commentaire que je puisse te voir et te rajouter.
Merci de faire preuve de patience. Notre invité a des petits soucis techniques. Il faut dire que notre invité, il opère beaucoup. Il a une affinité particulière avec la machine de célioscopie. C'est même un influenceur, mais peut-être Facebook, c'est un peu vieux jeu. C'est pas tout le monde qui maîtrise l'outil. Mais bon, je pense qu'il va trouver le moyen de nous rejoindre là rapidement. On va commencer notre émission. Docteur Yves, s'il te plaît, si tu es dans le direct, essaie d'écrire un message en commentaire que je puisse te voir. On a perdu un peu de temps déjà, il faut qu'on commence. On a nos invités qui s'impatientent. Je vois beaucoup de demoiselles et même d'hommes. Donc je suppose qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interrogations sur le sujet. Il faudra qu'on lève les tabous et voilà. Que l'endométriose ne soit plus un sujet de stigmatisation, mais que tout le monde puisse en parler librement et que voilà, le suivi puisse également être optimal. Donc, si tu es déjà dans le direct, essaie d'envoyer un message en commentaire que je puisse te voir, s'il te plaît. Ok, donc patientez quelques instants, s'il vous plaît. L'invité va nous rejoindre. Oh, désolé de la petite absence. J'essayais d'appeler l'invité pour lui donner la conduite à tenir pour nous rejoindre. Facebook, c'est un réseau un peu particulier, surtout qu'il est ancien, tout le monde n'est pas dessus, donc parfois ça pose problème. Mais il va nous rejoindre sous peu, il est déjà connecté là, donc on va le prendre incessamment. Merci de faire preuve de patience et comme je l'ai dit, de partager le direct. Oui, donc je te vois. Alors, donc je te vois, mais je peux pas t'ajouter. Je pense que c'est parce que tu es sur PC. Je sais pas quel problème il y a. Peut-être ton application n'est pas à jour ou alors tu es sur navigateur. Je te suggère de te connecter avec ton iPhone parce que là, ça risque d'être compliqué. Je te vois, mais ça me met un point d'exclamation comme quoi je peux pas t'ajouter. Je pense que c'est lié au type de machine que tu utilises. Certainement lié au PC. Donc si tu peux te connecter avec ton téléphone, vraiment ce serait l'idéal. Généralement avec iPhone, il n'y a pas de souci. Merci pour votre patience. On a quelques petits soucis techniques, mais j'espère qu'ils seront résolus incessamment. Donc, on va prendre l'invité. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler que, en marge des émissions que nous faisons en direct, nous avons mis sur pied une association humanitaire qui porte ce nom Mardi Médical, qui a obtenu l'autorisation légale d'existence et même d'activité. Ça fait quelques mois déjà. Et donc, nous avons commencé même déjà, et nous ferons dans l'action humanitaire, mais l'action humanitaire ciblée beaucoup plus vers les personnes vulnérables. Lorsque je dis population vulnérable, je vois là les handicapés, je vois là les orphelins. Donc, si vous êtes intéressé par l'idée d'adhérer à notre association qui compte une vingtaine de membres déjà, n'hésitez pas à me contacter inbox, que je vous fasse part des modalités. Alors, docteur Yves, j'espère que tu m'as suivi. Si tu peux essayer de te connecter avec ton iPhone plutôt. Merci de votre patience. Nous allons prendre l'invité sous peu. Docteur Yves, s'il te plaît, essaie de te connecter avec ton iPhone. J'ai l'impression qu'avec le PC, ça ne fonctionne pas. Donc avec le iPhone, ce sera peut-être pas ça n'aura peut-être pas toutes les caractéristiques que tu voudras. Oui, donc je te vois, tu es là, mais tu n'es toujours pas éligible pour la... Ah là c'est bon. Je crois que je peux te prendre. Oh, c'est quoi le souci?
Je sais pas pourquoi Facebook demande de t'ajouter. Je te vois pourtant, il ne peut pas participer à votre diffusion pour le moment. Ok, donc ce que tu fais, s'il te plaît, ressors. Ressors, tu fermes carrément. Ressors, tu fermes carrément l'application et tu reviens. Parfois, c'est les bugs liés à ça. Donc, tu fermes carrément l'application, tu reviens. J'essaie de te rajouter, s'il te plaît. Merci de partager le direct à vos proches en attendant qu'on débute véritablement, s'il vous plaît. Monsieur Ahmed Zidane qui dit que nous sommes en 4K. Nous sommes désolés pour la qualité des images qui est souvent un peu, je dirais, terne. Nous essayons de nous améliorer au quotidien. Nous sommes d'ailleurs ouverts aux dons. S'il y a un fan du mardi médical qui voudrait nous offrir des caméras spécialisées dans le domaine, qu'il sache qu'il est le bienvenu. Ce serait peut-être sa contribution à l'élaboration de cet édifice. Donc nous attendons que notre invité vienne. Docteur Yves, s'il te plaît, si tu peux fermer carrément, comme je disais, fermer carrément ton application des barres de tâches et maintenant revenir pour que j'essaie de te rajouter. Là, je pense que le bug est lié à ça. Généralement, lorsqu'il fallait ajouter et que ça a été compliqué, pour le refaire par la suite sans fermer l'application, ça ne fonctionne pas. Merci pour votre patience. Nous allons débuter incessamment. Nous allons parler soit de l'endométriose. Comme je l'ai dit, c'est un thème de gynécologie qui est très important, qui est très considéré, qui altère beaucoup la qualité de vie des gens, mais qui a beaucoup de non-dits et de contre-vérités. Donc, l'occasion nous sera donnée ce soir de dire, d'éclaircir toutes ces contre-vérités, de dire clairement ce que c'est, de donner toutes les présentations cliniques, de vous dire vers qui vous devez vous orienter, mais surtout de vous accompagner dans le suivi de cette maladie, tant sur le plan physiologique que sur le plan psychologique. Donc, veuillez faire preuve de patience, s'il vous plaît. Nous allons prendre notre invité sous peu. Ce qu'il me veut. Docteur Yves, si tu es de retour, essaie d'envoyer une demande, s'il te plaît. Ok. Docteur Yves, si tu es là déjà, si tu es de retour déjà, essaie d'envoyer une demande d'ajout, s'il te plaît. Ou simplement un message en commentaire encore que je puisse te voir et te rajouter. Merci à tous d'être présents ce soir. Comme je le disais, pour ceux qui ne le savent pas, le mardi médical, c'est plus tous les mardis comme à l'époque, comme il y a 2 ans et demi, je dirais. Mais c'est maintenant une fois par mois, notamment les 4e mardis de mois. Donc, n'attendez pas le premier mardi de mois de voir un mardi médical, mais tous les 4e mardis, dites-vous que vous aurez votre rendez-vous avec un nouveau thème à chaque fois et des invités aussi qualifiés que le thème est intéressant. Donc, veuillez simplement faire preuve de... Alors, on a notre invité qui est là. Donc, je t'ai envoyé une demande. Viens juste l'accepter, s'il te plaît. On va commencer. Donc, je ne sais pas si tu vois la demande. Je t'ai envoyé une demande d'ajout là. J'espère que la connexion sera bonne des deux côtés ce soir. Docteur Yves, je t'ai envoyé une demande d'ajout. J'espère que tu la vois. Si tu la vois, accepte-la en audio et vidéo, s'il te plaît. C'est important. Parce qu'en audio, juste, on ne te verra pas. Bon, ça va de soi. Mais je tiens quand même à préciser. Je t'ai envoyé une invitation. Essaie de regarder. Tu l'acceptes en audio et vidéo. Alors, je n'ai pas eu de réponse de ta part. J'essaie d'envoyer une deuxième invitation. Non, après, ça peut être... Si tu ne reçois rien, essaie de renvoyer une demande d'ajout. S'il te plaît, essaie de renvoyer une demande d'ajout.
Ok. Finally, finally, finally. Ça, Je pense qu'il y a, je c'était pense sa qu'il y a des faute du mauvais, combattant, là. je pense qu'il y a des mauvais esprits qui ne veulent pas qu'on dise la science ce soir. Et heureusement, avec deux Yves, quand même, là, il faut pas nous perdre. Donc, Non, bienvenue, docteur. il y a vraiment des mauvais esprits qui sont là, Je mais te ça va. dis, ils veulent nous combattre. Bienvenue, docteur. Bienvenue, docteur. Bienvenue, grand frère. Bienvenue, Mbombo, à cette nouvelle édition du Mardi Médical. Je suis très fier de te recevoir une fois de plus pour Ouais. nous édifier sur ce thème. Je crois que docteur Yves Kassia, on ne le présente plus. Je présente souvent les autres. Lui, on ne le présente plus. Tout le monde le connaît. Non, pourquoi il faut me présenter? Pourquoi tu vas me présenter? Pourquoi tu C'est présentes la star les des autres? réseaux Pourquoi tu me sociaux. présentes pas? L'influenceur de vos influenceurs. Franchement, non. Je vais lui laisser le soin de se présenter. Il aura tout à dire sur ces titres. Franchement. C'est ça. Donc, je suis très content de te recevoir ce soir. On a perdu assez de temps déjà, donc je vais te passer la parole. Tu vas te présenter une fois de plus et feu vert, tu vas nous dire toute la science que tu as à nous dire ce soir. Ok, d'accord. Bon, déjà, que dire sur ce que les gens ne savent pas déjà, ou bien que les gens veulent bien savoir. Je vais me présenter. Je suis le docteur Yves Bertrand Casia, gynécologue obstétricien. Je travaille dans plusieurs lieux de la place à Yaoundé. Maintenant, ce qui a lieu de savoir, c'est que le plus facile n'est pas de travailler dans plusieurs endroits, mais c'est surtout de bien travailler. Déjà, j'encourage mon bombe, le docteur Yves, dans son initiative qu'il prend à chaque fois de parler de nouvelles pathologies et d'être entré dans la diversité, en fait. C'est ça le plus important. Donc aujourd'hui, on avait prévu parler de l'endométriose. C'était bien ça, non? Oui, donc. L'endométriose qui aujourd'hui est un fléau social. On en parle de plus en plus aujourd'hui dans le milieu féminin, dans le milieu gynécologique, parce que ça a un gros impact sur plusieurs paramètres. Donc déjà, s'il faille déjà définir c'est quoi même l'endométriose, on aura tendance à dire que l'endométriose se définit particulièrement comme la présence de tissus de type endométrial en dehors de l'utérus. Donc, il faudrait savoir que l'utérus est divisé en plusieurs parties et il y a la couche musculaire, l'utérus, la couche utérine, et dedans, là où bien sûr va nider le bébé, ce sera l'endomètre. Et très généralement, donc, il y a une répartition de ce tissu-là, endométrial, dans les zones en dehors de l'utérus. Donc, l'endométriose a tendance à déclencher une réaction inflammatoire chronique qui va se traduire par des douleurs atroces. Et même souvent, ça peut créer des adhérences. Vous allez voir généralement la découverte de cette maladie va se faire généralement de manière fortuite. Vous aurez une dame qui va dire elle a mal pendant ses règles. Mais en Afrique, les femmes sont très sujettes à la douleur. Elles supportent très facilement la douleur. Donc, dans nos cultures, on a tendance à dire à une femme qui a mal pendant ses règles, oh, c'est normal, oh, les règles sont censées faire mal. Donc, les femmes ont tendance et ont déjà appris à accepter cela dans notre société. Pourtant, avoir mal dans aucun milieu ou bien avoir mal au niveau de la tête, de son corps, des pieds ou bien quoi que ce soit, la douleur n'est pas normale. Donc, les douleurs généralement d'endométriose sont exacerbées au plus haut point. Donc, maintenant, les adhérences peuvent être créées aussi par l'endométriose. Et ces adhérences-là se développent lorsque il y a du tissu cicatriciel sur des structures ou des organes qui sont séparés. Cela peut être créé par une chirurgie antérieure ou bien encore par, comment dire, une infection à chlamydia qui a proliféré et qui a pris du temps à être traitée. Donc ça, il faut bien le dire. Maintenant, ensuite, l'activité et les plaintes liées à l'endométriose peuvent varier au cours du cycle menstruel d'une femme. Donc l'endométriose peut, comment dire, c'est surtout en raison les douleurs vont fluctuer avec les hormones. Donc, en fonction du cycle. Très généralement, elles vont être, comme je l'ai dit tout à l'heure, exacerbées pendant la période des règles, pendant les règles.
Après Oui. les règles, elles peuvent avoir un temps de répit, mais généralement, pendant les règles, c'est à ce moment-là que les douleurs vont être exacerbées. Donc, les symptômes sont généralement plus importants à certains moments du cycle, en particulier juste avant et après les menstruations du cycle. Maintenant, certaines femmes atteintes d'endométriose ressentent de fortes douleurs pelviennes et d'autres aucun symptôme. Maintenant, si beaucoup vont demander est-ce que ça atteint beaucoup de femmes ou pas du tout, je dirais beaucoup. On dira, si on doit se référer aux études de l'OMS, on dira entre 2 et 10% des femmes euh, de la population mondiale générale souffrent de douleurs cycliques pendant les règles. Et donc, on aura une atteinte entre 30 et 50% des femmes en âge de procréer qui peuvent être atteintes d'endométriose. Donc, maintenant, beaucoup de gens vont me demander, oui, comment est-ce qu'on attrape l'endométriose, quelles sont les causes, etc. Bon, maintenant, niveau médical, je dirais que si on doit rechercher les causes de l'endométriose ne sont pas tellement connues que ça. C'est encore sujet à beaucoup de débats. Mais maintenant, il y a plusieurs théories qui peuvent un peu aller dans le sens d'expliquer cela. Donc, mais aucune d'entre elles n'est entièrement prouvée. Ça veut dire que il y a beaucoup de gens qui vont émettre des théories en disant, par exemple, la théorie la plus acceptée, par exemple, est celle qui est centrée sur ce qu'on appelle les menstruations rétrogrades. Lorsqu'on parle de menstruation rétrograde, ça veut dire que lorsque la femme a ses règles et qu'elles sont censées sortir de son utérus, les trompes passent, mais le trop-plein de règles va passer par les trompes et ressortir de l'autre côté et se déverser dans le ventre ou le péritoine de la dame. Ça, c'est la cause, la théorie qu'on peut dire qui est la plus plausible. Et bien sûr, les particules d'endomètre qui se sont retrouvées dans le saignement, qui sont allées par les trompes pour se déverser à l'intérieur, se transforment en ce qu'on appelle des lésions endométriosiques. Donc, si on part regarder dans le ventre de la dame, on verra des taches noires qui sont des vestiges de justement ces lésions-là. Bon. Maintenant, les hormones œstrogènes jouent un rôle crucial dans ce processus. Par conséquent, la plupart des traitements actuels, si vous voyez bien le traitement de l'endométriose, tentent de réduire la production d'œstrogènes dans l'organisme d'une femme afin de la soulager de ses symptômes. Donc, je dirais que le traitement de première intention, maintenant, ça, c'est l'une des théories les plus plausibles qu'on va dire. Maintenant, comment dire? Il a été avancé aussi dans certaines théories que l'endométriose a des provenances, et c'est une maladie génétique. Donc, on va dire que ce qui veut dire si votre maman avait l'endométriose, vous aussi vous aurez l'endométriose, car dans certaines familles, justement, on compte plusieurs femmes atteintes d'endométriose que d'autres. Donc, si on fait un comparatif de famille, vous verrez s'il y a de l'endométriose dans une famille, très généralement, il y aura beaucoup de femmes dans cette famille-là qui seront sujettes à ça. Mais dans une autre famille, non, pas vraiment. Cela ne se répétera pas toujours toutefois. Donc, il est très probable, bon, pas très, il est très peu probable qu'il existe un gène qui est propre à l'endométriose, ce qui n'a pas encore été prouvé. Donc, je répète encore, nous restons encore sur des théories. Même si vous allez dans les guidelines, donc ce qui veut dire lire les guidelines de l'ECHRE, l'une des la plus prestigieuse, le plus prestigieux congrès de gynécologues et d'embryologistes qui discutent justement de ces maladies-là et qui décident des différentes prises en charge qu'on doit faire en présence de cette maladie, vous constaterez que même eux, ils sont en train de dire que ce n'est pas encore connu. Les causes, les avenants ne sont pas encore connus et que la maladie n'est pas encore très bien encadrée. Mais face à cela, nous avons bien sûr des méthodes de prise en charge. Donc, ce qui veut dire, vous pouvez avoir maintenant plusieurs types d'endométriose. Les types d'endométriose, il y a plusieurs stades qui sont définis
par, comment dire, une classification qui s'appelle la classification Esian. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici forcément parce que ce n'est pas tout le monde qui pourrait peut-être comprendre parce que pas dans le domaine médical. Mais il y a une classification qui permet de déterminer à quel stade vous vous trouvez lors de l'endométriose. Donc, ce qui veut dire, c'est déjà une bonne chose qu'on puisse déjà pouvoir définir les différents stades pour avoir les modalités de traitement. Donc, maintenant, si je vais sur cette base-là, beaucoup de gens vont me demander quels sont les symptômes de l'endométriose. Si on commence par dire les symptômes de l'endométriose, les symptômes de l'endométriose n'étant pas très spécifiques, parce que vous allez voir une femme qui a de l'endométriose, vous allez voir une deuxième, elle ne présente pas le même profil symptomatologique. Pas du tout. Elle ne présente vraiment pas la même chose. Donc, c'est pour ça que le diagnostic de l'endométriose ne peut pas être basé seulement sur les symptômes que chaque femme va présenter. Cependant, les symptômes peuvent donner au médecin une première indication sur le diagnostic de l'endométriose. Les symptômes de l'endométriose sont donc les suivants. Nous aurons des règles douloureuses que généralement les médecins vont appeler les dysménorrhées. Ensuite, nous aurons des douleurs pelviennes non menstruelles ou des douleurs survenant lorsqu'une femme n'a pas de règles. C'est pour ça qu'on dit douleurs non menstruelles. Nous avons les douleurs pendant ou après les rapports sexuels, appelées aussi les dyspareunies. Dites-vous bien qu'une femme qui a de l'endométriose, sa vie sexuelle va être altérée. Elle n'aura plus envie d'avoir de rapports sexuels, la libido aura baissé, etc. Donc, un autre symptôme, la douleur à la vidange de la vessie. Les femmes qui ont généralement de l'endométriose aussi peuvent avoir des douleurs à la miction. Lorsqu'elles vont faire pipi, elles ressentent des douleurs. Lorsqu'elles vont à la selle, elles ressentent des douleurs au niveau des intestins. Donc, lorsque vous avez le défect qui passe le tractus anal, nous avons de grosses douleurs. Nous avons aussi des douleurs qui peuvent... On peut avoir un saignement rectal qui peut être douloureux, ou la présence de sang aussi dans les urines. Une femme qui a de l'endométriose déjà un peu poussée peut avoir aussi des douleurs pulmonaires cycliques. Elle peut avoir une toux qui sera cyclique, donc justement au moment de ses règles, des douleurs thoraciques ou des crachements de sang, qu'on appelle aussi hémoptysie. Elle peut avoir un gonflement ou douleur cyclique de la cicatrice, si c'est peut-être une femme qui a eu une chirurgie antérieure, telle qu'une césarienne ou bien une appendicectomie ou quoi que ce soit. Pendant les règles, elle peut présenter une grosse fatigue et le facteur majeur, c'est l'infertilité. L'endométriose est une maladie qui entraîne à de l'infertilité. Maintenant, les symptômes cycliques sont des symptômes qui apparaissent, comme j'ai dit, quelques jours avant les règles et disparaissent quelques jours après la fin des règles. Ou bien ce sont des symptômes qui se manifestent uniquement pendant les règles. Bon, lorsque vous avez déjà eu cela, ce qui veut dire, si il y a des gens ici qui sont présents et qui ont déjà eu des symptômes y afférents, bah, essayez déjà d'investiguer pour essayer de savoir si c'est que vous avez de l'endométriose ou pas. Maintenant, il va falloir aller sur, comment dire, le diagnostic. Comment se fait le diagnostic? Le diagnostic de l'endométriose peut se faire par imagerie. Les différents types d'imagerie. Si vous avez un très bon échographe, il pourra voir des signes d'endométriose à travers une échographie. Mais idéalement encore, on fera une IRM. C'est ça ici au Cameroun. On va vous demander de faire une IRM. C'est vrai que c'est assez onéreux. Je crois que dans certains hôpitaux, c'est à 300 000, mais à l'hôpital militaire, ça doit se trouver entre 175 000 et 200 000, je pense, à l'hôpital militaire. Donc moi, généralement, j'envoie mes patients là-bas pour faire l'IRM. Maintenant, les cliniciens et les chercheurs ont bien sûr cherché d'autres techniques pour diagnostiquer l'endométriose de manière, comme on dit, non invasive, parce que l'IRM, c'est très invasif, l'échographie, peut-être beaucoup moins, mais le CT scan aussi est très invasif et
c'est beaucoup de moyens. Donc, ce qui veut dire, quand on dit même aussi moins invasif, c'est aussi faire tous ces examens-là en essayant de ne pas causer de douleur à la patiente. Vous voyez, par exemple, si vous faites à une patiente une échographie endovaginale et qu'elle a de l'endométriose, au moment de mouvoir la sonde dans son utérus, la patiente aura des douleurs à n'en plus finir. Et bien sûr, c'est de ça dont on parle, des examens qui ont un maximum d'inconfort ou quoi que ce soit. Donc, ici, on dira qu'il y a l'échographie qui doit être réalisée avec beaucoup de tact et l'IRM aussi qui peuvent être réalisés pour étayer un diagnostic d'endométriose. Mais cette technique ne permet pas toujours de détecter des lésions d'endométriose. L'IRM doit être utilisé dans le cadre de diagnostic d'endométriose et il est important de savoir que on peut toujours souffrir d'endométriose péritonéale, même si les tests d'imagerie sont négatifs. Ça veut dire que si l'IRM est passé à côté d'une lésion qui peut-être un tant soit peu été camouflée par un organe de voisinage, mais que vous présentez des lésions d'endométriose, cela ne veut pas dire que vous êtes exempté de la maladie ou que vous ne l'avez pas. Bon. Maintenant, dans les moyens de traitement, je dirais que les moyens de traitement sont, comme je disais déjà, il y a les symptômes qui sont institupersonnels, les moyens de traitement sont également pareils. Premier moyen de traitement, déjà, nous allons partir sur le traitement de base, va partir sur le traitement hormonal. Et le principal traitement hormonal a pour base de diminuer les douleurs. Parce que le but, c'est d'amoindrir les douleurs des règles qui sont causées par les règles. C'est vraiment le premier but. Maintenant, lorsqu'on évolue dans la maladie, il faut savoir que plus vite c'est dépisté, plus vite c'est dépisté et plus vite on peut pallier à cela. Ce qui veut dire, si on découvre une endométriose chez une jeune fille, disons, qui vient à peine de commencer à avoir ses règles et qui n'est pas encore, comment dire, qui n'est pas encore, bon, elle n'a pas encore de désir de grossesse, elle vient juste d'avoir ses règles, elle est encore toute jeune, disons, elle a peut-être 15 ans. Il serait difficile pour elle d'aller et de penser directement au traitement chirurgical parce que c'est très invasif ça. Un enfant qui n'a pas encore commencé à avoir une vie sexuelle, vous commencez déjà à lui dire non, il faut partir pour vous opérer, mais quoi que ce soit. Non, nous allons passer par le traitement hormonal qui va l'aider. Ça veut dire on va essayer de la mettre en situation comme si ses hormones au repos, donc une sorte de ménopause artificielle, pour pouvoir la protéger des douleurs que entraîne l'endométriose de manière cyclique lorsqu'elle les a. Donc, ce qui veut dire, c'est ça le traitement de première intention. Ensuite, on peut donner quoi? Des THC, des traitements substitutifs hormonaux, on peut donner des contraceptifs hormonaux oraux, on peut donner des agonistes de la GnRH, on peut donner des antagonistes de la GnRH aussi qui vont bien sûr aider la jeune fille. Ça, c'est dans le traitement. Maintenant, on peut aussi donner des inhibiteurs de l'aromatase. Ça, c'est en fonction de chaque médecin qui verra le stade de sa patiente et bien sûr pourra la traiter en fonction de ça. Ensuite, il y a le traitement, bien sûr, qui est chirurgical. Le traitement chirurgical aussi, lui, il va être plus important par rapport au stade de l'endométriose. Si c'est une jeune fille et qu'on l'opère, il y a des Américains qui sont pour ça. Peu importe l'âge de la patiente, on découvre l'endométriose plus jeune, allez, on parle opérer, comme ça on l'exempte de tout ce qui va venir après. Ouais. En Afrique, c'est un peu mitigé. On ne va pas directement aller opérer une jeune fille juste parce qu'on dit de l'endométriose. Déjà, il faut compter que les examens, tout ce qu'il y a à faire autour ne sont pas des moindres. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, le traitement même chirurgical, tout le monde, c'est du délestage, docteur. Et Néo,
Mais non, mais je pense que c'est le compteur. Ce sera résolu sous peu. Ah, vas-y, donc. Donc, ce qui veut dire, le traitement chirurgical, même lui, déjà, la prise en charge d'un endométriosique avec le traitement chirurgical, premièrement, il faut déjà que le médecin soit apte à le faire. Tous les gynécos ne sont pas aptes à le faire. Même moi, je n'aurais pas la prétention de dire que j'opère déjà de l'endométriose. Non, pas du tout. J'ai envie d'apprendre, hein, mais c'est très compliqué et ça ne s'apprend pas ici. Donc, ceux qui opèrent des lésions d'endométriose, j'en connais pas beaucoup ici. Donc, il ne faut pas qu'on vous dise que non, hein, moi je fais ça hein, au quartier. Non, c'est très compliqué de faire ça. Parce qu'après, comme j'ai dit, de l'endométriose, ça crée des adhérences entre les organes. Les adhérences, c'est quoi? Ça veut dire que ça colle les organes entre eux. Vous vous imaginez si vous avez un utérus qui est collé à un intestin et que vous fassiez le mauvais décollement de cette partie avec l'intestin là, ou bien que vous y ayez mis du feu dessus, ça veut dire que vous avez fragilisé la couche de l'intestin et que après, ah, la lumière, La et que lumière fut. ensuite, et que ensuite, la personne reprend son transit normal avec la paroi de son intestin qui est lésée, forcément, il y aura une fissuration de la paroi de l'intestin et après vous aurez du défect qui aura dans la paroi, dans le péritoine. Et là, après, vous faites une infection. Franchement, non, ça ne va pas être beau à voir. Donc, les lésions d'endométriose ne sont pas à prendre à la légère. C'est des lésions qui doivent se, se traiter avec beaucoup de tact. C'est pour ça que beaucoup de médecins, lorsqu'il y a de l'endométriose, il y a beaucoup d'examens à demander parce que la prise en charge peut être longue. Il faut pouvoir expliquer aux patients par rapport au traitement médicamenteux sous lequel il sera exposé pendant de longues périodes, surtout s'il n'y a pas de désir de conception. Maintenant, euh, comme je dis, les, les éléments de base sur quoi, parce que c'est ça, beaucoup de gens vont me demander, est-ce que l'endométriose peut se guérir ou bien est-ce que l'endométriose et l'infertilité vont de pair? Oui, ça va de pair parce que déjà, un, il y a les douleurs cycliques. Donc, très généralement, les femmes que vous verrez qui auront de l'endométriose vont vous dire, ah, moi, je ne veux plus garder l'utérus, là, franchement, il faut me l'enlever, vraiment, moi, je ne veux plus de ça. De deux, maintenant, la société va lui dire non, si tu enlèves ton utérus, ça veut dire que tu ne pourras pas avoir d'enfant. Et si tu n'as pas d'enfant, bah, ce sera un peu compliqué dans le sens où tu vas te marier, il y a un homme qui va vouloir que tu lui fasses des enfants et tu ne pourras pas en faire et après, etc. etc. On sait ce que c'est. De deux, maintenant, on a dit tout à l'heure que ça pourrait entraîner des dyspareunies. Et les dyspareunies en soi, c'est du genre, si la dame a des douleurs pendant le rapport sexuel, elle n'aura pas envie de revenir avoir des rapports sexuels avec vous. Elle n'y Ouais. pensera même plus. Elle vous dira directement que non, j'en ai pas envie. Et qui dit ne pas avoir de rapport sexuel dit absence de, 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 de grossesse. Parce que si on se base sur la définition de l'infertilité, qui dit que pour parler d'infertilité, il faudrait avoir au moins entre 3 et 4 rapports sexuels par semaine pour pouvoir tomber enceinte. Mais si vous avez, si vous avez, si vous n'avez pas d'exposition au rapport sexuel et que vous ne tombez pas et que voilà, vous n'êtes pas exposé au sperme, vous ne pouvez pas Ça, tomber enceinte. Donc déjà, c'est il y aura fort. un facteur. En l'absence de rapport, l'absence de contact au sperme, la libido qui va chuter avec les douleurs exacerbées. Il y a des femmes qui tombent carrément dans les pommes. Il y aura une infertilité. Maintenant, même les lésions d'endométriose même, cause déjà tellement de troubles au niveau du corps de la femme que l'infertilité y est. C'est pour ça que lorsqu'une femme qui a de l'endométriose veut tomber enceinte, généralement, on va la mettre sur repos hormonal. On va la mettre sur repos hormonal. Lorsqu'on la met sur repos hormonal, quelques mois après, son corps aura tendance à remimer le repos hormonal qu'on aura fait. Et à ce moment-là, on fait tout pour qu'elle tombe enceinte. Et lorsqu'elle tombe enceinte, elle aura 9 mois de répit et plus un peu parce que au moins là, elle pourra se reposer. Ouais. Donc, je crois que je n'ai pas envie de rentrer dans les termes techniques, dans les trucs pour... bon, ça, je pense que pour certains, on verra en consultation, s'ils viennent en consultation.
Maintenant aussi, je dirais, il y a des gens qui vont me demander, est-ce que l'adénomyose, oui, très généralement, l'endométriose est aussi liée à l'adénomyose. Et qui dit endométriose, adénomyose, dit grosse infertilité, c'est un casse-tête chinois. Ouais. Voilà. Donc on a un peu brossé ce que c'est que l'endométriose et ce qui peut entourer cette maladie, cette pathologie. Merci, docteur. Je tiens à rappeler que j'ai passé, dans le cadre de la radiologie, un petit examen aujourd'hui sur l'adénomiose qui n'était pas du tout facile. Mais avant qu'on ne passe à la phase des questions, j'aimerais, s'il te plaît, que tu dises un mot sur la qualité de vie, sur des petits conseils sur comment gérer la maladie, outre le suivi purement médical. C'est-à-dire l'accompagnement, qu'est-ce que tu suggères à ces dames-là? Parce qu'on a l'impression qu'elles ne sont pas comprises de la société et justement, c'est souvent assez difficile. Est-ce que tu as des solutions dans ce sens-là pour elles? Des associations, ce genre de choses? D'accord. Je dirais aux femmes, premièrement, de trouver, euh, pour moi, je dis souvent, même nous les médecins, dans notre profession, nous avons besoin d'avoir des consultations psychologiques. Parce que nous, on en a besoin, on est les premiers à en souffrir, mais on pense qu'on n'en a pas besoin parce qu'on s'occupe des autres, dont on leur dira toujours mieux qu'il leur faut. Mais les femmes qui souffrent d'endométriose ont besoin non seulement d'être écoutées par leur médecin, d'être comprises par leur famille, et si possible, comme je dis toujours, associer un profil psychologique à une patiente, ce n'est pas dire que vous êtes fou. On peut vous dire que non, vous allez voir un psychologue et puis vous dire que vous êtes fou. Moi, je travaille avec une psychologue. J'ai des patients que j'envoie chez elle lorsque le profil psychologique de la patiente est un peu trop fort et que je ne peux pas le tenir. J'écoute beaucoup mes patients. Donc, je leur conseillerais de trouver un médecin qui les écoute. Parce que, aussi, j'avoue, nous les médecins, on sait souvent être. On parle, on parle, on parle, on parle. On ne se rassure pas que le patient a compris ce qu'il a, comment la prise en charge va se faire. On ne se rassure pas de tout ça. Et le patient sort de notre bureau et le patient se retrouve en train d'appeler ses amis qui sont médecins. Bah, mon médecin m'a dit ça, mais je n'ai pas très bien compris. Ça vous est déjà arrivé, non? Ah, clairement, Voilà. clairement. Mais dans ce qui veut dire, il faudrait que lorsqu'un patient sort de votre bureau, qu'il ait compris ce qu'il a. Et je dis, les patients d'endométriose, il faut s'axer sur la douleur parce que c'est la douleur qui va les tuer. Il n'y a rien d'autre. Elles ont besoin d'être écoutées par rapport à la douleur. Une femme qui a de l'endométriose, elle n'a même pas envie de savoir que... elle n'a même pas envie d'entendre que son mari lui dise, ce soir, on va faire l'amour. Non. Elle a envie que son mari lui dise ce soir, bon, ok, tes règles ont commencé ce soir, est-ce que je peux t'apporter une bouillotte chaude? Ouais. On va poser dessus pour essayer de faire passer. Est-ce que je te coule un bain? Oui, elle a besoin de ça. Elle a besoin que son médecin soit compatissant. Si possible même, qu'il appelle le soir en rentrant, Madame, les douleurs du matin, est-ce que ça s'est apaisé? Moi, j'ai des malades qui m'appellent à 2 heures du matin. J'ai une malade qui a de l'endométriose qui fait sonner mon téléphone à 2 heures du matin. Quand je me tourne comme ça, je regarde son numéro, je sais que c'est chaud parce que normalement, elle ne m'appelle pas à certaines heures. Ouais. Mais quand je vois, je sais que là, elle est déjà en train de sentir que c'est grave. Donc, ce qui veut dire, c'est ça en fait le but. C'est s'axer sur la douleur, essayer de les comprendre, essayer de résoudre leurs problèmes. Il y en a qui sont sous tramadol, matin, midi, soir, parce que les douleurs, elles n'en peuvent plus. Ouais. Hein? Il y en a qui sont sous tramadol. Il y en a qui vont même déjà prendre des capsules de morphine. Est-ce que shoot là? Parce que, oui, La douleur est atroce. non, la douleur est exacerbée. Moi, un jour, j'ai eu un calcul rénal et j'ai demandé à une de mes patientes qui avait un calcul rénal et elle avait de l'endométriose. Je lui ai demandé des deux, qu'est-ce qui est chaud? Elle m'a dit, c'est presque pareil. Donc, je pourrais dire que je comprends les femmes qui ont de l'endométriose parce que j'ai déjà eu un calcul rénal. Non, je n'aurais pas la façon de dire ça, mais au moins, c'est surtout les écouter par rapport à la douleur. Maintenant, leur donner des protocoles de prise en charge pour qu'elles-mêmes puissent comprendre la maladie.
Ça veut dire que si elle s'est déplacée, elle est allée en France. On sait que les ordonnances camerounaises peut-être ne passent pas en France ou etc. Qu'elle ait déjà fait son stock ici et sache Ouais. prendre ses médicaments même sans pouvoir vous contacter. Parce qu'il y a des patients comme ça qui vont vous dire que ah mais ma phase de lutéal là n'a pas été soutenue, c'est pour ça que peut-être ma grossesse n'a pas dû, n'a pas, n'a pas tenu et puis j'ai eu une fausse couche. Et là tu fais comment ça qu'elle a un déficit de santé? Elle maîtrise le sujet. Voilà. Là, tu as un patient, tu sais qu'avec elle, tu ne vas pas blaguer. Ça veut dire que les mots Ouais. que tu vas avancer Faut avec faire elle, attention. il faut faire attention à ce que tu dis. C'est que la dame, elle va te coller. Ouais, C'est ouais, clair. c'est clair. Donc, c'est ça, en fait. C'est pour dire que il ne faut pas s'avancer pour dire n'importe quoi à une femme qui a de l'endométriose. Aujourd'hui, ce sont des femmes qui lisent. Ce sont des femmes qui s'asseyent pour regarder parce que le problème y est. Il y a des associations en France. Aujourd'hui, maintenant, on dit qu'il y a un dépistage salivaire pour détecter Oui, l'endométriose en France. Les femmes en France sont en train de se battre pour qu'elles soient remboursées par la Sécu. Je dis encore aux femmes en Afrique, avant qu'on commence à faire des choses comme ça va être chaud. Parce qu'aujourd'hui encore, tout ce qui est lié à l'infertilité n'est remboursé par aucune assurance. rien du tout. Rien du tout. Dès que vous mettez bilan d'infertilité sur un bulletin d'examen, la dame, quand elle va aller se faire rembourser à l'assurance, on ne rembourse que dalle. Et ça coûte cher. Maintenant, bon, est-ce que les politiques vont écouter pour pouvoir faciliter la vie aux femmes? Je ne sais pas. Donc là, maintenant, il faudrait que le mardi médical essaye de porter le, le mot très haut pour essayer de voir comment ça se passe. Essayer de voir l'impact sociétal que vous pouvez avoir pour aider les femmes au Cameroun. Parce que là, même si encore il faut détecter et qu'on demande de faire un IRM, C'est chaud, c'est c'est chaud, non? chaud. C'est chaud. IRM à 300 000. Un bilan hormonal qui est à peu près dans les, je sais pas, 200, 260 000. Vous imaginez? La Avec un dame, traitement encore qui est elle est onéreux. déjà ici. Elle est Le déjà là. SMIC, le SMIC à combien? Je crois que c'est 36 000. Ah, c'est ça, c'est chaud, c'est très chaud. Mais bon, Donc, on si vous pense qu'il y a êtes à la il y a quand même maison, des politiques, il y a des politiques qui nous suivent, que ce soit en direct ou sur nos pages, et qui nous écoutent. Le message sera transmis. Inch'Allah, j'espère qu'ils ont compris et qu'il y a matière à faire. Hein. D'accord. Ok. Donc, je vais essayer de faire un petit résumé de ce qui a été dit par le docteur Yves Bertrand Cassia avant que nous répondions aux questions, histoire de mettre les retardataires un peu à jour. Il était question ce soir de parler de l'endométriose, pathologie qui fait boum boum sur les réseaux sociaux. Alors, ça se définit bêtement comme étant la présence du tissu endométrial en dehors de l'utérus. C'est-à-dire, au niveau de l'utérus, vous avez des couches de l'intérieur vers l'extérieur, l'endomètre, qu'on appelle encore dentelle utérine, qui est l'endroit, comme le docteur Yves Bertrand l'a dit, où l'enfant vient se fixer. On appelle ça la nidation. Donc, nous avons l'endomètre, le myomètre, une fois par mois, notamment les quatrièmes mardis de... Voilà. Donc, on a l'endomètre, ensuite on a le myomètre qui est le muscle de l'utérus qui se contracte lorsque la femme est enceinte et qui veut accoucher. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle la séreuse. Donc, là, c'est beaucoup plus l'endomètre dont il est question. Vous comprenez bien, endométriose. Donc, lorsque ce tissu-là quitte l'endroit où il est fixé normalement et va se fixer ailleurs, on parle d'endométriose. Alors, il va donc se passer une réaction inflammatoire, comme le docteur Cassia l'a dit tout à l'heure, une inflammation chronique qui n'est pas quelque chose d'aigu là, c'est-à-dire, par exemple, l'appendicite, ça vient faire mal 2 jours là, après, on traite, c'est fini. C'est quelque chose de chronique qui va s'installer vraiment dans le temps et qui est caractérisé par des douleurs atroces et va créer des adhérences. Il a parlé des adhérences tout à l'heure. Par exemple, si on a le tissu endométrial au niveau de la cavité abdominale, on va avoir un intestin qui vient s'attacher au niveau de l'utérus. C'est des adhérences et ça peut avoir un mauvais pronostic fonctionnel. Alors, à côté de ça, les plaintes peuvent fluctuer en fonction du cycle. Généralement, c'est des douleurs qui sont exacerbées pendant la période menstruelle. Vous aurez une dame qui vous dit que pendant la période menstruelle, elle a extrêmement mal. Attention, les femmes, beaucoup dans le commun des montants, on sait souvent que c'est normal pour une femme d'avoir mal. Déjà, ce n'est pas normal, mais pire encore dans l'endométriose, c'est des douleurs qui sont vraiment côté 11 sur 10, je dirais. Donc, à côté de ça, il y a des femmes qui peuvent être asymptomatiques, ça existe. Alors, les causes, en ce qui concerne les causes, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, beaucoup de théories sont évoquées, mais la cause en elle-même n'est pas déterminée, n'a pas fait de consensus au sein de la communauté scientifique. La théorie la plus répandue, c'est celle des menstruations rétrogrades. Pour ceux qui se souviennent bêtement du schéma de la cavité utérine,
comme sur le dernier flyer que j'ai envoyé par rapport à l'émission. L'endomètre, c'est à l'intérieur de la cavité utérine et les règles, c'est censé sortir par le bas. Il y a une théorie justement qui dit qu'au lieu de sortir par le bas, ça migre par les trompes et ça se retrouve dans le ventre. On va dire ça comme ça. Et là, quand ça se retrouve dans le ventre, ça se fixe quelque part. Et à chaque fois que vous avez des règles, c'est accompagné de douleurs vraiment atroces. Donc, c'est la théorie la plus répandue. Alors, les hormones de type œstrogène, comme le doc l'a dit tout à l'heure, jouent un rôle crucial dans ces pathologies. C'est pour ça que le traitement dont il a parlé par la suite vise à abaisser ces hormones-là. Les causes héréditaires sont également évoquées. On s'est rendu compte que dans certaines familles, il y avait pas mal de personnes qui souffraient d'endométriose. Donc, on se dit une composante héréditaire. À côté de cela, on a plusieurs stades qui ont été évoqués par le docteur. Il a donné le nom d'une classification, mais qui est un peu médicale. On ne va pas forcément entrer dans les détails. Mais les symptômes ici sont variables d'un individu à un autre. On va parler ici des dysménorrhées, qui sont des règles douloureuses. On va parler ici des pelviagies non menstruelles, c'est-à-dire que vous avez mal au bas-ventre en dehors des périodes menstruelles. On va parler ici des dyspareunies, per- ou post-coïtales, c'est-à-dire que vous avez mal pendant les rapports sexuels ou alors après les rapports sexuels. On va parler ici des myctalgies, c'est-à-dire lorsque vous urinez, vous avez des douleurs. On va parler ici des douleurs à la défécation, des rectorragies également, c'est-à-dire le saignement per-anal. On va également parler de saignement d'hématurie, c'est-à-dire l'écoulement de sang lorsque vous urinez. On va également parler de douleurs thoraciques chez certaines patientes qui sont cycliques, c'est-à-dire vous avez mal à la poitrine pendant les périodes menstruelles et qui peuvent être accompagnés de dyspnée, c'est-à-dire d'essoufflement, et même d'hémoptysie, c'est-à-dire que vous toussez et ce qui ressort comme crachat est un peu rosé, c'est-à-dire que vous sentez qu'il y a un peu de sang à l'intérieur. On a également notre fatigue et enfin, on a l'infertilité. À côté de cela, le diagnostic, comme le doc l'a dit tout à l'heure, est confirmé généralement par l'imagerie. Alors, l'examen de première intention, c'est l'échographie qui est disponible même du côté de Fifinda, dans le sud Cameroun. Mais idéalement, il faudra faire une imagerie par résonance magnétique qui va vraiment préciser les lésions, leur localisation et tout, mais qui a pour inconvénient d'être assez onéreux. Euh, alors, il est possible, vous ne devez pas l'oublier, parfois on peut faire employer un moyen d'imagerie, même l'IRM, pour rechercher les lésions endométriosiques. On ne les trouve pas, bien qu'elles soient existantes, peut-être qu'elles ont été masquées par un organe autre. Donc, ce n'est pas parce que l'imagerie a dit qu'on n'a pas retrouvé qu'à 100% vous n'en avez pas. On a d'autres critères cliniques que le docteur Kassia pourra rechercher pour repenser à cette pathologie. Alors, le traitement ici, il est, on va dire, plus on dépiste tôt, comme la plupart des maladies, mieux est le pronostic. Le traitement en première intention, il est hormonal, qui vise à vous donner une ménopause artificielle, c'est-à-dire couper entre guillemets votre cycle et donc vous protéger des douleurs relatives parce que comme on l'a dit, la plainte principale, c'est ces douleurs qui vous rendent votre quotidien invivable, qui détiennent sur votre qualité de vie, votre rendement professionnel. Vraiment, c'est donc le traitement ici vise à calmer ou alors à tuer complètement ces douleurs et on pourrait également recourir au traitement chirurgical. Alors, j'ai essayé de faire comme ça de façon à ramasser un résumé de ce qui a été dit par le doc. Avec les questions, on pourra compléter. Alors, la toute première question, j'essaie de remonter. Donc, j'espère que tu es avec moi. Oui, oui, bien sûr, je suis là. La première question a été posée par... je guette. Alors. On a pas mal d'internautes ce soir, donc il y a les noms qui apparaissent là. Voilà. La première question nous vient de madame ou monsieur, je ne sais pas, Ricky Mundi. Je cite, peut-on concevoir avec l'endométriose? Est-ce qu'on peut Oui, on peut concevoir donc avec concevoir, l'endométriose? oui, on peut concevoir avec l'endométriose. On peut concevoir avec l'endométriose. Et je crois qu'il y a beaucoup de témoignages parce que je vois même parmi les internautes, il y a Madame Anne-Lorraine qui est en train de militer, qui a son association qui combat contre l'endométriose. Elle est présente là, on le voit. Et bon, en fait, guérir de l'endométriose complètement, pour ça, il faudrait que la prise en charge soit faite très tôt. Mais maintenant, oui, on peut concevoir avec l'endométriose. J'ai beaucoup de patients euh, qui ont été statués endométriosiques et qui ont été enceintes, qui sont enceintes. Voilà. J'ai des Merci. patientes qui ont été opérées. J'ai suivi des patientes. Maintenant, au moment de l'opération, je les ai envoyées en Tunisie, certaines en France. Cela a été bien fait parce que je suis en collaboration avec certaines personnes qui, euh, qui travaillent dans l'endométriose. Pour celles qui ont les moyens, elles peuvent aller aux États-Unis aussi. Je parle souvent de mon mentor, le professeur Kamal Nezat. Je Ouais. parle souvent de lui. Il est l'un des pionniers dans l'endométriose et dans la chirurgie robotique. Donc, pour ceux qui ont les moyens, ils peuvent aller chez lui. Franchement, ce qu'il fait de l'endométriose, c'est super chirurgicalement. Mais on peut concevoir
de l'endométriose. C'est vraiment très, très... Oui, c'est possible. Merci, docteur. Je profite de l'occasion. Moi, je ne suis pas gynécologue, donc je ne suis pas les patientes forcément qui souffrent d'endométriose. Mais j'ai une amie qui souffre d'endométriose et qui a accouché récemment. Je pense qu'elle nous suit et je lui adresse encore mes félicitations. Je suis très content pour elle. Oui, un Alors, big up. Ça ne doit pas être évident, c'est très difficile. On est fiers d'elles. ah, Les femmes qui voilà. tombent enceintes de l'endométriose. Même celles qui n'y arrivent pas, on est fiers de vous aussi. Continuez à tenir le combat, ça viendra. D'accord. La question suivante nous vient de mademoiselle Bini Gracia. Je cite: bonsoir les docteurs. S'il vous plaît, j'aimerais savoir si on naît avec l'endométriose ou bien elle s'installe avec le temps. Non, on ne naît pas avec l'endométriose parce que lorsque vous naissez, vous n'avez pas encore votre état fécond qui a été engagé. Ouais. L'endométriose, comme on l'a expliqué avec la cause la plus probable, elle survient avec les règles qui, peut-être, lorsque l'endomètre doit se dégrader pour sortir parce qu'il n'y a pas eu l'anidation d'un œuf, elle va plutôt sortir par les trompes et des bouts d'endométrium vont s'installer dans toute la paroi Ouais. péritonéale. Et bien sûr, lorsqu'il y aura une levée d'oestrogène, les douleurs vont commencer. Donc, ce qui veut dire, tant que vous n'avez pas encore commencé votre vie féconde, ce qui veut dire, on dit souvent quoi? La puberté, les Ouais. premières règles, vous n'avez pas d'endométriose. D'accord. Mais ça survient après. Merci beaucoup, Doc. Alors, la question suivante nous vient toujours de mademoiselle Bini Gracia. Je cite: est-ce qu'une femme peut avoir tous ces symptômes et ne pas souffrir d'endométriose? Oui, elle peut avoir tous ces symptômes, ne pas souffrir d'endométriose, mais souffrir par exemple de ce qu'on appelle l'adénomiose. Ouais. Oui, c'est possible aussi. Merci. La question suivante nous vient de mademoiselle Isabelle Aranda. Je cite: j'ai été mise sous libération prolongée de décapeptile. Ça fait déjà 3 mois. Ça me donnait des œdèmes, des bouffées de chaleur, des vertiges, des maux de tête. Mes menstrues reviendront quand? Jusqu'ici, j'ai des bouffées de chaleur. D'accord. Maintenant, il faudrait savoir que le décapeptile, je suppose qu'on m'a dit de 3 mois, ça veut dire que c'est du 11,75. C'est un produit qui met, comme je disais, en ménopause. Ça vous met en ménopause. Donc, ça vous met les hormones au repos. Ça vous met en une sorte de ménopause artificielle. Ouais. Justement pour baisser vos hormones, pour que vous n'ayez plus de douleur. Mais chez certaines personnes, il peut avoir des effets indésirables du médicament. Justement, si on vous met en ménopause, vous aurez forcément des bouffées de chaleur, des ceci, de cela. Parce que si on met une femme en ménopause exprès, elle va avoir des signes de la ménopause. Des bouffées de chaleur, de l'irritabilité, des pertes de mémoire, les os qui vont commencer à être plus fragiles. Comme elle a dit, elle a des maux de tête et tout ça. Oui, vos règles vont revenir. Si vous voulez que vos règles reviennent, si les 3 mois sont déjà passés, je conseille, si les règles ne sont pas venues spontanément, qu'on la mette sur du faston. Du faston, on appelle ça le test à la progestérone. Ça veut dire Ouais. qu'on fait pousser son endomètre et ensuite, 10 jours après, on voit si elle saigne. Si elle saigne, ça veut dire que la ménopause n'y est pas encore. Je ne connais pas l'âge de la dame, mais si elle peut consulter, je suis disponible. Comme ça, on pourra en parler en privé, je pourrais mieux lui expliquer. Mais maintenant, moi, j'associe souvent aussi à un autre médicament qui n'est pas commercialisé ici, qu'on appelle le Dionogest. C'est commercialisé en France. Donc, moi, j'ai une jeune dame que je suis qui a de l'endométriose. Ouais. Elle est encore toute jeune, elle n'a pas encore eu de rapport sexuel, elle n'est pas en âge de vouloir un enfant là tout de suite. Donc, je la mets sous DECA et je la mets sous Dionogest. Ça fait que cette association-là l'aide beaucoup. Ouais. D'autres femmes, je n'ai pas associé. Donc, elles n'ont pas eu besoin de ça. Maintenant, je pense que on doit traiter la patiente en question en fonction des symptômes qu'elle présente. Donc, Madame Isabelle Aranda, vous devez être traité en fonction des symptômes que vous présentez. Donc, c'est un peu ça. Merci, docteur. Alors, avant qu'on passe aux autres questions, la mienne, c'est de savoir, lorsqu'on donne ce traitement, je suppose que c'est un traitement beaucoup plus indiqué relativement à la douleur chez une femme qui n'a pas le désir de conception là tout de suite. Lorsqu'elle veut concevoir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'elle va concevoir, bon, généralement, ce qu'on peut faire, c'est quoi chez une femme qui a une endométriose? Euh, on va la mettre sous repos hormonal pendant... Bon, je prends un exemple. Une femme qui présente une endométriose avec une adénomiose. Moi, spécifiquement, je vais la mettre sous décapeptile pendant 6 mois. Oui. Quand je la mets sous 6 mois, ce que je fais, c'est que forcément, il y aura une régression
de l'adénomyose, son corps, après même les 6 mois, va réagir comme s'il y avait toujours présence du décapeptile dans son corps. Donc, ce qui veut dire que Ouais. les hormones vont toujours rester bas et les douleurs ne vont pas revenir de suite. Donc, soit, si c'est qu'elle avait un cycle déséquilibré, ce que je peux faire, il y a deux choses. Soit je lui recalibre son cycle et je lui demande d'avoir des rapports ciblés dans les périodes en question, peut-être avec une Ouais. aide de stimulant. Maintenant, ou soit, si c'est que peut-être c'est une dame que l'endométriose a causé des adhérences dont les organes sont collés, les trompes sont déjà torsionnées, bouchées ou quoi que ce soit. Chez celle-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la stimuler, Ouais. ponctionner ses œufs, d'accord? Je vais la stimuler, ponctionner ses œufs, les congeler en faisant une fécondation in vitro avec le sperme de son conjoint. Lorsque ça donne des embryons, je les garde. Je continue à faire le traitement jusqu'à avoir une bonne régression de l'adénomiose et de l'endométriose. Ensuite, dès que c'est bien fait, allez, on lui crée un cycle artificiel et je lui replace ses œufs. Là, elle tombe enceinte. Ça, c'est un D'accord. protocole qu'on peut utiliser. Maintenant, il faut savoir, lorsque une femme va avoir de l'endométriose, tant que vous vous êtes rassuré que ces deux trompes passent, son utérus, il n'y a pas de myome ou bien machin, ceci, cela, je la mets sous DK. Quand je la mets sous DK et geste, elle va entrer au repos. Si elle veut un enfant, on commence, on commence, on commence peut-être sous 3 mois, on la met sous décapeptile, les douleurs Ouais. baissent. Quand elle revient, son cycle revient naturellement, elle essaye de tomber enceinte. Si elle tombe enceinte, elle aura 9 mois de répit. Ouais. Donc, il y a deux types de protocoles différents, fonction d'éléments qui se présentent devant nous. Parce que je dis bien encore, notez bien que l'endométriose peut causer des adhérences et donc un bordel total dans la cavité péritonéale d'une femme, avec les organes collés entre eux. Donc, si tu n'as pas les trompes qui passent, ça ne sert à rien Ouais. d'avoir des rapports naturels. Ça ne passera jamais. Donc, directement, il faudra aller vers une FIV. Donc, même si tu as de l'endométriose, il faut voir à quel niveau, à quel stade tu te trouves. Oui. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est vraiment, le traitement est vraiment technique et le protocole dépend du tacticien. C'est-à-dire que c'est lui qui évalue et voit Ça comment. dépend du stade de la maladie, du type de patient et du médecin. D'accord, Chaque merci. personne a son impact dessus. On a la question suivante qui nous vient de mademoiselle Lisa Clara, je cite. Est-ce à dire que concevoir un enfant, c'est une baguette magique pour soulager l'endométriose? Je pense que tu y as répondu vaguement précédemment, mais je te prie de dire encore, s'il te plaît. Elle a demandé, est-ce à dire quoi? Est-ce à dire que concevoir un enfant est une baguette magique pour soulager l'endométriose? En tout cas, avoir un enfant, ça aide parce que pendant la grossesse, Il n'y a pas de vous ne douleur. souffrez d'aucun signe d'endométriose. Aucun signe d'endométriose pendant la grossesse. Pour celles qui ont déjà eu de l'endométriose et qui pourront en témoigner, elles vous diront que pendant la grossesse, vous avez tout le répit de tout ce que vous avez vécu pendant l'endométriose. Maintenant, avec les joies de l'enfantement, etc., bah, je vous laisse imaginer, c'est l'extase totale. Ouais. C'est un peu ça. Donc, ce qui veut dire oui, je dirais que c'est la partie magique de l'endométriose, la période des 9 mois pendant lesquels vous êtes enceinte. Merci, Doc. On a une question suivante de la même dame, mademoiselle Lisa Clara, je cite. Et quand tous les traitements ne fonctionnent pas, que doit-on faire? Dans mon cas, célioscopie, traitement hormonal, mais toujours des douleurs qui me mènent aux urgences. Que faire? Bon, je suppose que Madame Lisa Clara, c'est ça? Oui, Quand elle parle de traitement hormonal, parce que je vois quelque part qu'elle dit supplément d'adénomiose. Ou bien je ne sais pas, peut-être je me trompe, hein, je ne sais pas si c'est. Donc ça veut dire qu'elle, elle doit peut-être avoir de l'endométriose, de l'adénomiose, et j'en passe. Maintenant, elle dit qu'elle a eu une cellio, donc ça veut dire qu'on a certainement voulu aller brûler les lésions d'endométriose et peut-être déboucher les trompes, mais que malgré ça, on a voulu la mettre sous repos hormonal. Comme je disais, pour elle, par exemple, moi, je ferais le protocole que j'ai dit pour fécondation in vitro. Ça veut dire que je la mettrai sous repos, ensuite, je la stimule avec des agonistes de la GnRH ou bien des antagonistes en fonction de son hormone de fécondité, oui. de ce qu'elle a. Lorsque je l'ai stimulée, je recueille ses ovules, je la mets au repos pendant une bonne période et après, lorsqu'elle est prête pour la réimplantation, on prépare son utérus et on lui refait la réimplantation.
Elle, par exemple, je ne sais pas si on a déjà essayé de faire ça chez elle, mais vu comment elle en parle, ça veut dire qu'elle doit être un peu passée partout. Et je me dis, pourquoi pas essayer cette solution? Merci beaucoup. Donc, en tout cas, le docteur Yves Kass est très disponible. Prendre une consultation avec lui, ce n'est pas la mer à boire. Au contraire, c'est la chose la plus facile qui soit. Alors, à côté de cela, il y a une question qui nous revient de mademoiselle Isabelle Arandé, une fois de plus. Bon, je pense que c'était une contribution. Alors, on va prendre une question suivante qui nous vient de monsieur, une fois un homme, monsieur Sani Hassan. Je cite, bonsoir les docs et merci pour la présentation. Ma question est de savoir si l'endométriose est une maladie évolutive. Merci d'avance. Oui, ouf, évolutive. Il n'y a pas plus évolutif que celle-là. Oui. C'est une maladie qui évolue. Bien sûr, comme toutes les maladies, hein, c'est comme si vous avez du palu et puis vous espérez que le palu ne va pas évoluer. Vous aurez le nombre de trophozoïdes qui va s'élever dans votre sang et le palu va être plus grave. Donc, toutes les maladies évoluent. Il n'y a aucune maladie que je connaisse jusque-là qui reste statique. Non. Toutes les maladies évoluent. Et l'endométriose encore, parce que plus on avance, c'est pour ça que je disais, il y a une classification qui s'appelle la classification Esiane. Il faut essayer de voir ça pour essayer de voir que il y a des classifications. Parce que au départ, l'endométriose peut juste toucher l'utérus. Ensuite, ça peut toucher le rectum. Ensuite, ça peut toucher l'intestin. Ça peut même aller, on a dit tout à l'heure, jusqu'à un problème. Ça peut vous causer un pneumothorax, ça peut aller jusqu'au poumon. Donc, c'est très évolutif. D'accord. On a une question suivante qui nous vient de mademoiselle Elvire Anoubia. Bonsoir, docteur. Je suis étudiante en médecine. Je m'interroge sur l'examen de première intention. Tantôt, je vois l'échographie, mais je vois aussi certains documents qui parlent de la cœlioscopie. Elle aimerait en savoir plus. Elle dit quoi? Elle Je aimerait en savoir m'interroge plus sur sur... l'examen de première intention dans le diagnostic. Est-ce que c'est l'échographie ou la cœlioscopie? Ah non, l'échographie, oula, la célioscopie, c'est pas tout le monde qui peut se payer la célioscopie, hein, non? Et en plus, comme examen, vous imaginez si vous devez aller faire une Cœlioscopie célioscopie diagnostique. diagnostique, ça veut dire que on doit vous faire une anesthésie complète, déjà, dont vous dormez. Vous devez payer l'anesthésie, vous devez payer la cellule. Non, non. Autant une échographie, vous allez vous allonger et puis Première voilà. Non, non. intention. Première intention, on fait l'échographie. Ici chez nous. Ouais. En Europe, ils peuvent faire un CT scan ou bien ils peuvent faire une IRM parce que c'est remboursé par la Sécu, etc. Nous, ici, là, lambda, on fait l'écho d'abord. Je suis l'échographiste volontiers. Voilà, on envoie ça chez docteur Yves, il vous fait l'écho, il voit les lésions. Avant d'aller Oh, même faire l'IRM. Parce que vous voyez, ouais, depuis là, je dis l'IRM, c'est 300 000. Hein. c'est chaud, c'est chaud. Ouais. La question suivante nous vient de mademoiselle Claudia Borntosheim, j'espère que je prononce bien. Bonjour docteur, est-ce que la préménopause chez les femmes souffrant d'endométriose est plus difficile en termes de malaise que celles qui n'en souffrent pas? Est-ce que la préménopause chez les femmes souffrant d'endométriose est plus difficile en termes de malaise que chez celles qui n'en souffrent pas? Comme vous aurez des spagnioménorrhées, ça veut dire que vous aurez des règles qui peuvent venir après un mois, après 2 mois, 3 mois, 6 mois. Il y en a même qui ont des règles qui viennent après un an. C'est pas du tout agréable. Et bien sûr, comme je dis, des symptômes de préménopause, ce sont des bouffées de chaleur, des pertes de mémoire, de l'irritabilité pour rien du tout, des maux de tête, de la libido qui est à zéro, assèchement vaginal, machin. Je pense qu'il n'y a personne qui a vraiment envie d'avoir ça, je pense. Parce que même une dame qui est déjà, parce que même si vous voyez aux États-Unis, par exemple, si l'industrie pharmaceutique a pu faire autant d'argent, c'est parce qu'ils ont maximisé sur le troisième âge. Vous voyez, il y a beaucoup de traitements substitutifs là-bas qu'on va mettre aux gens du troisième âge pour essayer de les accompagner pendant la ménopause. Et ça génère beaucoup d'argent. Donc, maintenant, sauf que le problème Alors, ici, c'est que là, donc on t'est un c'est peu très perdu. coûteux. On n'a pas suivi ce que tu as dit pendant les 20 dernières secondes. Donc, on n'a pas suivi ce que tu as dit pendant les 20 dernières secondes. Est-ce que tu peux reprendre, s'il Ah, te ok. plaît? Je suis en train de dire que la troisième vie de la phase d'une femme, dans la troisième vie de la phase d'une femme qui est la ménopause, génère beaucoup de moyens parce que les traitements substitutifs sont utilisés pour essayer d'accompagner les femmes lors de cette troisième phase de leur vie, avec des apports d'hormones pour leur permettre justement de pallier à la symptomatologie
les bouffées de chaleur, les pertes de mémoire, l'irritabilité. Et maintenant, lorsqu'une femme n'a plus les hormones, vous savez, les oestrogènes et la progestérone ont tendance à ont un impact au niveau des os. Il y a ce qu'on appelle les ostéoblastes et il y a ce qu'on appelle les ostéoclastes. Les ostéoblastes sont un peu comme ceux qui fabriquent Ça, c'est la science. C'est étendez l'oreille, ça, c'est la oui. science. Les ostéoblastes sont un peu... Je vois que sur le coup, tu as aimé là. Les ostéoblastes, les maçons. Voilà, les ostéoblastes, ce sont les maçons. Donc, c'est eux qui vont avoir tendance à couvrir les os de la femme pour pouvoir les réparer. Les ostéoclastes, eux, c'est eux qui cassent, comme leur nom est en train de dire. Et ça, si vous remarquez, plus une femme a tendance à vieillir et qu'elle n'a plus d'hormones, on va vous dire que grand-mère a fait une petite chute là, mais la hanche s'est cassée. Le fémur s'est cassé. Le pied s'est tordu. Parce que justement, n'ayant plus les oestrogènes, elle aura ce déficit d'oestrogène-là qui aura un impact sur ses os et donc donnera un avantage aux ostéoclastes qui vont toujours fragiliser un peu plus ses os. Donc, ce qui veut dire, aucune femme, je dirais, si on lui demande de choisir, est-ce que tu veux être ménopausée maintenant, choisira à dire que, bah, écoute, ça va, hein, mettez-moi en ménopause et tout. Donc, maintenant, la situation de ménopause dans laquelle on met les patients, lorsqu'on veut les aider pendant la ménométriose pour les douleurs, n'entraîne pas toujours ces symptômes-là. Non, ça, il faut le dire. Toutes les femmes ne partent pas sous traitement de décapeptile ou bien de traitement hormonosubstitutif ou bien d'agonisme, ne partent pas avec des symptômes de maux de tête comme Madame Lisa. Madame Lisa, je ne sais pas, peut-être elle présente des effets indésirables du médicament, mais tout le monde ne le présente pas. C'est pour ça que je dis, les traitements doivent être adaptés en fonction de la personne qui est devant nous. Ne pas dire, comme on dit souvent, ah, moi, ma copine, elle a utilisé ça et maintenant, ça a fait ça chez elle. Ça veut dire que ça va faire ça chez moi. Non, c'est pas comme ça. Faut pas penser ça. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Oui, évidemment, donc, toujours aussi pointueux dans tes réponses. La question suivante nous vient de mademoiselle Elvira Noubia, une fois de plus. Combien coûte une PMA environ en privé ou public pour une femme qui veut concevoir? Je dirais que n'ayant pas encore fait de PMA, je ne sais pas. En privé, je ne sais pas, mais dans le public, je connais. Maintenant, comme je dis encore, c'est adapté à chaque personne. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une médication à prendre lorsqu'on fait la PMA. Ce sont des produits de stimulation qui ont un prix. Je dirais, ce n'est pas du tout le prix le plus facile, d'accord? Mais ça a un prix. Ce qui veut dire que venez consulter et puis je vous dirai combien ça coûte. C'est pas d'argent. Ah, le mardi médical, on ne parle pas finance. Alors, on a une question suivante qui nous vient de mademoiselle Isabelle Arandé, une fois de plus. Bon, je crois que c'était par rapport à ce que tu as déjà dit. Alors, on a des questions. Qu'on pourra adapter en fonction. Oui. On a des questions qui nous viennent de mademoiselle Nicole Mekongo. Alors, la première, je vais aller pas à pas. Quelle est la tranche d'âge pour une endométriose ou alors y a-t-il pas d'âge particulier pour développer une endométriose? L'endométriose, comme j'ai dit tout à l'heure, se développe à partir lorsque la femme entre dans sa vie de jeune fille. Donc, lorsqu'elle commence à avoir ses règles, c'est là que peut commencer le problème. Et je dis toujours, quand vous êtes petite, vous allez dire, ah maman, j'ai mes règles, mais ça me fait mal. Mais dans notre culture, avoir mal, c'est comme si c'était normal. On va lui dire, écoute, les règles sont douloureuses. Hein. Au départ, elle va prendre un paracétamol, ça va passer, ça c'est le départ. Ouais. Après, elle va commencer à prendre de l'antagès. Après, elle va commencer à prendre de l'efferalgan plus la codéine. En fait, elle va évoluer. Parce que au fur et à mesure que l'endométriose s'installe et que la douleur augmente, le paracétamol de départ qui l'aidait, aujourd'hui, ça ne l'aide plus. C'est clair. Et c'est comme ça qu'elle va se retrouver au tramadol, au fur et à mesure. Ouais. Et ça, on peut être dans une cinétique, je vais vous dire, de même pas
de même pas d'un palier à douleur, même pas d'un an. Donc ça peut évoluer très vite. Merci, Doc. La deuxième question de mademoiselle Nicole est de savoir si l'endométriose est héréditaire. Je crois qu'on a répondu, mais tu peux dire un mot, s'il te plaît. Bon, maintenant, il y a une cause, on n'a pas retrouvé de gène d'hérédité par rapport à l'endométriose, donc je dirais non. Pour moi, je dirais non. Parce que j'ai plein de patients qui ont de l'endométriose, mais les mamans, les parents afférents tout autour n'ont pas. Et puis voilà. Donc vraiment, pas, pour moi, c'est pas héréditaire. Merci, Doc. La troisième question est de savoir si on peut, si on peut dire que l'endométriose est également asymptomatique. Oui, il y a les endométrioses asymptomatiques. Oui. Il y a des femmes vraiment qui, vous allez peut-être faire pour déboucher les trompes ou quoi que ce soit, vous voyez des lésions endométriosiques, mais elles n'avaient jamais rien eu. Elles n'avaient jamais eu de douleur, exacerbée ou bien quoi que ce soit. Il y en a, ça existe. Merci, Doc. Alors, une quatrième question. Ah, on a précisé que c'est à moi qu'elle a adressé. L'échographie pour le diagnostic d'une endométriose doit-elle forcément être réalisée par voie endovaginale? Cette question est pour le docteur Yves Valéry. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce qui concerne l'échographie, certaines femmes se plaignent souvent, docteur, j'ai payé l'échographie, vous n'avez même pas mis la sonde dans mon vagin. Nous allons dans le vagin lorsqu'on cherche quelque chose de particulier. Si nous pouvons avoir la réponse à une question en suspubien, c'est-à-dire au-dessus du ventre, on ne va jamais aller là-bas. Mais maintenant, en endovaginal, on a souvent de meilleures résolutions pour explorer le pelvis. Mais je vais dire que, en ce qui concerne les caractéristiques de l'endométriose, étant donné que c'est généralement des lésions qui ne sont pas grossières comme ça, quelque chose, il faut aller au détail près. Oui, la voie endovaginale est souvent la plus recommandée. Maintenant, on ne va pas forcément aller en endovaginal sur une fille qui est par exemple vierge. On ne va pas la dévirginer parce qu'on veut diagnostiquer l'endométriose. Non. On peut commencer en suspubien, après on peut aller même en transrectal plutôt. Donc, il n'y a pas quelque chose qui dit obligatoirement, dès que vous entrez, on va dans la cavité. Il faut leur expliquer le transrectal, hein, parce que je crois que beaucoup vont rester sur le transrectal. Il faut leur expliquer ce que c'est. Ah, le transrectal, c'est toujours une technique pour explorer les organes au niveau pelvien, c'est-à-dire au niveau du bas-ventre, en passant non pas par le vagin, parce que lorsqu'on va dans le vagin, s'il y a l'hymen, il faudra le perforer, le déchirer, dévirginer la personne. Par contre, transrectal, vous n'avez pas, a priori, vous n'avez pas de membrane au niveau de l'anus. Donc, on va avec la sonde à travers l'anus et on peut également visualiser les organes qui sont devant, l'utérus, les ovaires, tout ce qui est à côté. Donc, je pense que là, c'est compris. La cinquième question, c'est de savoir, bon, je crois que là a été adressé, vous avez parlé des stades de l'endométriose, alors j'aimerais connaître combien ils en sont. Waouh! Ah, Donc, les stades de l'endométriose. ça, c'est quelqu'un qui veut qu'on parle de la classification Asian. C'est tellement la personne du corps médical. Ok, je demanderai de venir me voir, comme ça on en parlera. Vous en discuterez posément. Hein? Oui, c'est peut-être Vous mieux en comme ça. discuterez. C'est peut-être mieux. Enfin, je pense, hein, parce que dans la classification Asian, s'il faut commencer là maintenant, ouais, j'imagine. ouais, parce qu'il y a le P, il y a le P qui est au niveau des lésions péritonéales, il y a le P1, il y a le P2, il y a le P3. Nous avons le O au niveau des ovaires, il y a le O1, le O2, le O3. Il y a des lésions T, des tubes, ouais, des trompes. Il y a le T1, ouais, le T2, le T3. Il y a maintenant l'endométriose profonde, qui a aussi, ouais, sa définition, qui va faire ABC, ABCF, je pense bien, c'est ça, non? Oui, ABCF. On aura le A1, le A2, le A3, on aura le B1, le B2, le B3, le C1, le C2, le C3, on aura le FA, FB, F1U, et puis, ouais, c'est ça en fait, hein. Donc, je pense que la chose la plus facile, c'est que tu mettes le nom de la classification en commentaire. Comme ça, chacun pourra chercher. Ouais, je crois que je vais essayer de mettre ça. D'accord. Classification Asian. Merci. Oui, je vais mettre sur le commentaire de la personne, je crois. D'accord. Merci beaucoup. De toute façon, même si tu ne mets pas sur le commentaire, je vais épingler pour que ça puisse s'afficher, que tout le monde puisse voir. On va prendre la question suivante de toujours la même dame. Peut-on mourir d'une endométriose ou alors quelles pourraient être les complications possibles de cette pathologie? Est-ce qu'on peut en mourir, donc, tu penses? Je n'ai pas encore vu. J'ai pas encore vu de mort d'endométriose. Mais je pense qu'on peut mourir de douleur, non? C'est possible. Ouais. Ouais, et surtout, tu as évoqué certaines caractéristiques. Le saignement, on peut mourir d'anémie. Oui, on peut. Donc, vous pouvez beaucoup saigner, vous mourrez d'anémie. On peut, oui, parce que si vous avez un kyste endométriosique, par exemple,
il y a des kystes endométriosiques qu'il y a. Si vous avez un kyste endométriosique et que vous avez la douleur, et que dans le kyste endométriosique, après, il devient un kyste hémorragique, Ouais. ça aurait une succession d'événements qui va faire en sorte que, bah voilà, vous pouvez, moi je dis même, vous avez une atteinte pulmonaire, vous pouvez avoir un pneumothorax avec une endométriose. C'est possible, hein, mais ce sera des événements seconds à l'endométriose. Ouais. Ce ne sera pas l'endométriose qui Direct. vous aura tué, mais ce Oui. sera des événements que l'endométriose aura créés qui vont vous tuer. Merci. Donc, on a la dernière question de mademoiselle Nicole. L'endométriose pourrait-elle être un élément ou alors un facteur de nuisance à la grossesse? Un facteur de... De nuisance au développement de la grossesse. Je pense qu'elle parle de la période gestante. non, 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 je n'ai pas encore vu. Celles qui ont eu des grossesses, franchement, ils ont eu ceux qui ont de l'endométriose, des grossesses sur endométriose, des grossesses pépères, tranquilles. Hein. Ouais. Hmm. Alors, Celle que tu on a connais, je la pense question. qu'elle a dû accoucher par voie basse. L'une des Ouais, oui, miennes, voilà. on a dû lui faire une césarienne. Bon, les deux, même, on a dû faire une césarienne. Mais ça n'avait rien à voir avec l'endométriose. Il y a une qui a fait une. Elle a fait une prééclampsie. L'autre, c'était double séculaire du cordon. Sinon, c'était pas Ça n'avait rien à des voir indications. avec Voilà, ça n'avait l'endométriose. rien à voir avec l'endométriose du tout. D'accord. On a la question suivante qui nous vient de mademoiselle Karel Manga. Je cite: bonsoir à tous et merci énormément pour ce direct. Moi, j'ai eu du répit par rapport aux symptômes de l'endométriose, mais j'ai eu un placenta prévia et une série de complications. Est-ce lié, s'il vous plaît? Je crois que ça tombe dans ce qu'on disait. Oui, non, le placenta prévia. Le placenta prévia, ça veut dire prévia. Bon, c'est vrai, hein, nous, on a souvent des mots aussi pour compliquer, pour que les gens ne comprennent pas. Tu vois, quand on parle dans le couloir comme ça, Pour je crâner te un regarde, peu. je dis qu'il y a un prévia. Tu vois, un peu, ça fait genre. Ça fait genre, tu as l'air intelligent. Non, prévia veut juste dire avant. Ça veut dire que le placenta se trouve avant l'enfant. Donc, ce qui veut dire, au niveau de la porte de sortie, il y a le placenta. Donc, si vous devez avoir un accouchement, c'est d'abord le placenta qui va se décoller. Et si le placenta se décolle, le décollement va entraîner la rupture des vaisseaux et la noyade par le sang de l'enfant derrière. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on fait une césarienne. Et le Ouais, ouais, ouais. placenta prévia a beaucoup de complications parce qu'il fait saigner énormément. Ouais. Parce que dès que vous avez une contraction, c'est un vaisseau qui s'est déjà décollé du placenta. Et là, vous avez, non seulement vous avez des douleurs, vous avez des saignements, mais ce n'est pas propre à l'endométriose. Non, pas du tout. D'accord. Merci beaucoup, Doc. Alors, on a la question suivante, ou alors la contribution du docteur Leslie Ayon. Le sujet du jour est vraiment très passionnant. Je pense que l'endométriose doit être un sujet de santé publique pris avec plus d'ampleur au Cameroun. Beaucoup de femmes en souffrent et sont encore ignorantes. J'espère qu'elles ont profité pleinement de la séance de ce soir. Merci, Après, docteur je pense Ayon. que la séance de soir ne va pas suffire. Hein. Il faut venir en consultation. Le Ouais. docteur, il va organiser des symposiums. Vous voyez, il y a même des talks. Il y a des talks que les femmes organisent. Vous voyez, par exemple, pour la semaine d'octobre, je crois que Octobre Rose, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de symposiums qui sont organisés pour justement Oui. parler de tout ce qui entoure. Et je crois que l'un des sujets est très souvent l'endométriose. Juste, bah, écoutez, on va essayer de répertorier dans la ville de Yaoundé, dans la ville de Douala, au Cameroun, oui, parce que ce n'est pas juste dans les grandes villes. Partout au Cameroun, essayer de répertorier où est-ce qu'on pourra parler de, de l'endométriose pour que les femmes puissent y être affairées. Même avoir des affiches où on parlera d'un quelconque sujet, adénomiose, fibrome, c'est des sujets qu'il faille toujours aborder. Et maintenant, je redis encore, je vais un peu faire de communication. Pour celles et ceux qui veulent bien me suivre, le docteur Yves pourra laisser mon Snapchat parce que je partage beaucoup, que ce soit mes opérations, que ce soit des cours sur les pathologies gynécologiques. Je les partage très généralement pour parler des différents sujets. Donc, à la fin, on vous laissera mon compte Snap pour que vous puissiez venir vous édifier de temps en temps par rapport au sujet que j'aborde. Voilà. D'accord, donc pas de souci. Je crois qu'il y a mademoiselle Anne-Laurine qui a laissé son compte Instagram. Je crois elle est à la tête d'une association.
qui justement fait des talks sur l'endométriose, qui est dans le suivi de la maladie, de la maternité et tout. Donc, essayez de voir, si vous scrollez là, vous allez voir le compte Instagram qu'elle a laissé. À côté de cela, on a une question qui nous vient de mademoiselle Flora Nougan. Bonsoir, docteur. Lors de la réalisation de l'échographie, qu'est-ce qu'on observe qui nous permet de poser le diagnostic? Waouh! Là, on va rentrer dans un cours d'imagerie médicale quand même. Imagerie médicale, ouais. On va pas répondre à tout ça dans le mardi médical. Je vous ai dit, moi-même, j'ai composé sur cette pathologie aujourd'hui. Et c'était dur. Tenez-vous bien. Mais donc, vous pouvez me voir, Annie, on pourra en discuter, ne vous inquiétez pas. Alors, la question suivante nous vient de mademoiselle Isabelle Aranda. Merci pour toutes ces édifications. Mon Gigi me dit de penser seulement à la FIV. Contre vous, faites la congélation d'ovules et je comprends bien, ça coûte combien, comment prendre rendez-vous avec vous. Alors, je me charge personnellement de laisser le contact du docteur Cass à mademoiselle Isabelle Aranda. C'est une connaissance personnelle. Donc, on ne parle pas argent dans le marché médical. On ne parle pas La argent. question, voilà, merci. La question suivante nous vient de monsieur Loïc Yohan Elanga. Bonsoir, docteur. Ne devrait-on pas plus édifier les hommes? Il y a certaines actions comme celle-ci sur la maladie pour qu'ils puissent mieux accompagner, soutenir leurs partenaires. C'est intéressant quand même, c'est intéressant parce que c'est parce que les hommes, justement, ils n'ont jamais vécu ces épisodes et ils se disent déjà, personnellement, quand je faisais même pas médecine, j'avais eu à dire à une fille, mais comment tu fais pour avoir une même douleur tous les mois et ne pas t'y habituer? Je ne comprenais pas l'ampleur de la chose. Je demande pardon. Donc, je sais que c'est quelque chose d'assez grave et les filles, même pas seulement les hommes, les personnes autour, dans l'entourage de cette dame, devraient mieux comprendre et moins les stigmatiser, moins les juger sur leur plainte. On a quelques questions qui nous viennent par la suite. On a mademoiselle Karel Manga qui dit, bon, je pense que là c'est une contribution, ok. Est-ce qu'on a une question encore qui nous vient par la suite? Mademoiselle Isabelle Aranda a encore des questions sur les prix. Je vais laisser le contact, le docteur Kassialu répondra en consultation. Est-ce qu'on a des questions encore qui suivent? Je recherche des questions. Alors, classification indienne, je vais épingler le commentaire pour que tout le monde puisse voir, d'accord. On a mademoiselle Nicole Mekongo qui nous remercie. Oh, on a perdu notre invité, je vais essayer de le rajouter. Donc, essaie d'envoyer une demande d'ajout, s'il te plaît, je ne te vois pas dans la liste. Est-ce qu'on a des questions suivantes? Mademoiselle Aïssatou Souraya, bonsoir. Donc, je voudrais savoir comment se passe la consultation. C'est tous les jours ou bien? Également pour les modalités de consultation, je pense qu'à travers son contact, vous pourrez la voir, mais je vais essayer de le reprendre déjà. Donc, tu ne vas pas nous échapper aussi facilement. Non, non, même pas, même pas. J'entendais plus rien du tout. Je n'avais plus rien. J'entendais plus rien du tout, rien du tout. D'accord. On a mademoiselle Aïssatou Souraya qui demande les jours de consultation. Les jours de consultation au Crasser, je consulte les lundis, les mercredis et les vendredis. Lundi, mercredi, vendredi. Oui, au Casse de Coldogo, je consulte les mardis, les jeudis. Souvent les samedis, mais surtout plus les mardis et les jeudis. D'accord. J'espère que ça a été expliqué. Il y a mademoiselle Emmanuelle Imela qui vous recommande fortement de vous faire consulter. Est-ce qu'on a une question par la suite? Il y a beaucoup de remerciements par rapport aux apports. On a une toute dernière question. Ça, par contre, je n'avais pas encore vu ça. Il y a Madame Karel Manga qui dit: j'ai perdu presque toutes mes dents de sagesse qui poussaient pendant mon traitement de décapeptile. Les dents se désagrégeaient toutes seules. Franchement, ça, c'est des effets que je n'ai pas encore eu à rencontrer. Franchement, j'aimerais vous rencontrer hein, pour que Faire une étude. on en parle. Oui, vraiment, si vous êtes disponible, si vous pouvez, parce que dire que si vous êtes disponible, c'est une chose. Si vous pouvez vraiment être disponible, parce que ce serait intéressant de voir l'ensemble des symptomatologies. Moi, j'ai eu dernièrement une patiente qui, sous décapeptile, a été prise de paralysie de... Oui, oui, on t'avait perdu, mais on vient de te revoir là. Allô? Oui, tu disais que tu as une patiente qui a souffert de paralysie. Oui, j'ai eu une patiente
qui a souffert de paralysie de tout son corps. Je crois qu'elle a fait 2, 3 jours sans pouvoir bouger. Et elle Lié m'a à dit la que c'était décap, après la prise lié de à la décapeptile. décap, lié à la décapeptile. Bon, peut-être on se dit parce qu'il y a une série de médicaments qu'on lui a prescrits, mais ayant déjà pris du décapeptile quelques années avant et Oui, n'ayant pas eu ça, et que là maintenant elle prenne associé à d'autres médicaments et qu'elle ait ça, je n'ai pas voulu lier ça au décapeptile parce qu'elle avait déjà ouais, pris avant pendant plusieurs années et elle ouais. n'avait eu aucun problème. Donc je n'ai pas encore envie de lier cela. Je n'ai pas, non. Je préfère me dire peut-être c'est l'association avec les autres médicaments. Merci. Donc, on a une toute dernière question qui nous vient de mademoiselle Nicole Me qui aimerait savoir s'il y a une relation particulière entre un kyste ovarien hémorragique et l'endométriose. Non, pas du tout. Le kyste hémorragique peut subvenir lors d'une ovulation normale. Votre corps jaune ne se referme pas normalement, mais à la place, il y a plutôt du sang, la lésion d'un vaisseau, et puis il y a du sang qui coule à l'intérieur. Et vous avez un kyste hémorragique. Maintenant, si vous avez un kyste hémorragique, on peut juste vous mettre au repos. Et si vous laissez passer quelques temps, le kyste va se résorber. Si même vous faites l'écho 7 jours après, il y aura plus de kyste. Donc ça n'a rien à voir. Mais les kystes endométriosiques, vous aurez la douleur. Ça, et quand vous allez voir Ah, même un kyste endométrique, quand vous allez rompre le kyste, c'est comme du chocolat. ouais. C'est comme du chocolat à l'intérieur. Alors, on a la toute dernière question de mademoiselle Maïmouna Tapsoba qui aimerait savoir si la chlomide pourrait en retarder les règles. Elle dit qu'on lui a prescrit le chlomide, pardon, après avoir pris une injection de décapeptile. Et elle voudrait savoir si ça retarde les règles. Chlomide, vraiment, moi, je n'utilise plus ça. Hein. Je n'utilise plus ça. Chlomide, C'est c'est dépassé? dépassé pour moi. Oui, vraiment, je n'utilise plus ça. Dans D'accord. mes traitements, vraiment, j'ai arrêté d'utiliser le chlomide. Le chlomide, après, c'est un stimulateur. Hein. C'est un stimulateur des, des, des ovules. C'est pour essayer de multiplier les ovules. Ça veut dire que généralement, on le faisait quand vous avez peut-être des femmes qui avaient un SOPK, vous la mettez sous chlomide, vous la mettez sous metformine, vous faisiez une composante et tout, vous jouez un peu à des moments à travers des règles pour voir comment ça allait se passer. Mais moi, j'utilise plus le chlomide, ça fait un bon moment. Je n'ai pas eu de bons résultats avec le chlomide. Donc, D'accord. non, moi, personnellement, je n'ai pas envie d'aller à l'encontre de ce que son médecin lui a dit parce que je ne sais pas ce qu'il en est. Oui. Mais chlomide, moi, D'accord. Alors, on a le docteur Ronald Poon qui aimerait savoir si, au cas où sa femme souffre d'endométriose, il ne devrait totalement plus avoir de rapport sexuel avec celle-ci. ça veut dire que c'est lui qui doit causer avec elle. Est-ce qu'elle est déjà arrivée au niveau d'endométriose où sa libido est à zéro et elle n'a plus envie d'avoir de rapport sexuel? Ça, c'est dans leur couple. Ce qui veut dire, étant donné que maintenant, vous avez dit c'est un docteur, c'est ça? Oui, oui. Donc, ça veut dire qu'en tant que docteur et en tant que son mari, qu'il cause avec sa femme, de savoir s'il peut lui introduire sa verge ou pas, si c'est qu'elle peut gérer les douleurs ou pas. Parce que là, maintenant, c'est qu'il doit faire appel à son consentement. Il ne doit pas Ouais. juste faire appel au fait qu'il soit marié. Il doit lui demander, est-ce que si j'ai des rapports sexuels avec toi, est-ce que... Parce que aussi, il faut le dire, le rapport sexuel est censé créer aussi la libération d'endorphine, Ouais. l'hormone de l'extase, l'hormone hein, du plaisir. Mais est-ce que pendant la douleur d'endométriose, votre femme vous dit qu'elle a l'endométriose et vous lui dites laisse-moi libérer ton endorphine? Je ne suis pas sûr que ça marche. Ouais, Je ne donc, suis pas sûr que ça je pense que tu pourrais te faire détester de beaucoup d'hommes. Tu imagines une femme qui revient, qui dit, marche. mon docteur a dit qu'on ne me touche plus. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a des Moi, je femmes qui vous dis, comprennent non, différemment. moi, je vous dis la vérité. Hein. La plupart de mes patientes, que ce soit après une opération chirurgicale, Ouais, que ce soit après un accouchement, une césarienne, une myomectomie, ce sont les femmes qui m'appellent après pour me demander, docteur, je peux déjà. je peux recommencer à faire. Ce sont les femmes qui appellent. Hein. Ce n'est pas les hommes. Les hommes, souvent, ils vont dire, hey, attends un peu, peut-être le fil là va lâcher après. Les femmes, le Bon, secret dehors. Le secret, ben, c'est.
Ok, je crois qu'on va prendre une dernière question, on va clôturer le direct. D'accord. Mademoiselle Maïmouna, qui, euh, je vais dire, je vais citer, j'ai des règles douloureuses depuis mes premières règles. J'ai été diagnostiqué d'endométriose récemment. On m'a fait une celio pour enlever le maximum d'adhérence. Ensuite, 1 mois de décapeptile. Mes règles sont revenues 3 mois après. Qu'est-ce que le docteur me conseille? Sincèrement, je lui demanderais de faire parce que est-ce qu'on lui a fait? Parce que pour aller enlever les adhérences, ça veut dire qu'on a envie de se rassurer que peut-être les trompes, il faut libérer les trompes pour qu'elles passent. Parce que si les trompes ne passent pas, ça ne sert à rien d'avoir un rapport sexuel pour espérer tomber enceinte. Ça ne sert à rien du tout. Donc, je me dis que les adhérences, certainement, on a dû lui demander de faire une hystérosalpingographie. Les femmes n'aiment pas beaucoup cet examen. C'est un examen qui permet de voir si les trompes passent. Et si les trompes ne passaient pas, voilà pourquoi aussi on va aller faire la cellule pour la libération des trompes. Mais moi, je demanderais d'abord, c'est pour ça que je ne connais pas son sujet, je demanderais, est-ce qu'elle a déjà fait une hystérosalpingographie pour voir si les trompes passent? Si c'est que les trompes passent, je ne vois pas pourquoi on va chercher les adhérences. Mais En si tout les cas, trompes tout ça, ça se règle en consultation. Parce oui, que, c'est de la il n'est pas consultation, question de c'est ça, il faudrait savoir. spéculer. Donc, si elle a besoin d'un second avis, qu'elle vienne me voir, je suis disponible. D'accord. On a Mademoiselle Bini Gracia qui espère que le docteur Yves Kassia reviendra bientôt pour parler d'un autre sujet, particulièrement le sujet des adhérences. Je pense que l'expression est beaucoup revenue aujourd'hui. Ce serait pas mal d'en parler un de ces jours. Oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de femmes qui ont ça suite à des chirurgies antérieures, suite aux infections à chlamydia, parce que le chlamydia crée beaucoup d'adhérence. Donc, même si vous avez eu le chlamydia il y a 10 ans, bah, vous verrez les résultats lorsque vous voudrez des enfants plus tard. Maintenant, la seule D'accord. façon de savoir si vous avez des adhérences, c'est de faire une hystérosalpingographie. C'est un examen que les femmes disent que c'est un examen qui fait mal. Vous venez voir Oui, docteur c'est Pouna. docteur. Ce sont les radiologues qui font ça. Donc, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Donc, je vais te donner la parole pour le mot de fin. On va clôturer. D'accord. Merci déjà de m'avoir invité. C'est gentil. Nous avons longuement causé pour essayer de savoir le sujet qu'on allait aborder. Je crois que c'est mon deuxième passage ici. Je Oui. te remercie. Le premier, c'était sur l'infertilité. Oui. Donc, je pense que là, maintenant, on est parti sur un autre axe de l'infertilité. Je crois que le prochain sujet, si les gens veulent bien, ce sera encore les adhérences, qui est un autre axe de l'infertilité encore. On en parlera un peu plus. Mais au fur et à mesure, on choisira des sujets et j'espère être encore invité sur ta page. C'est très intéressant de causer avec toi. Avoir un gynécologue, un radiologue. Vous savez, si on mettait encore un anesthésiste, franchement, ce serait très On fonçait, maintenant. on Mais fonçait au bloc même. oui, voilà, bien sûr. On peut faire un mardi médical au bloc opératoire. Vous venez Ouais. pendant qu'on est en train d'opérer. Il y a souvent des blocs opératoires qu'on fait. Je me souviens d'un moment, on a fait une hystéroscopie avec éco-guidée. Oui. Vous voyez, c'était très intéressant. Il y avait le radiologue qui était là, il y avait qui était là, l'anesthésiste était là. Et puis, c'était très intéressant. Bon, Donc, de là, toute là, façon, là, la balle est dans le camp du docteur Yves Bertrand. C'est à lui de moi, programmer ça. je n'ai pas de problème, hein. Je t'invite quand tu veux. Tu viens. On se fait. Je programme deux, trois blocs. Mardi médical, surgery live. Live surgery. D'accord. C'est ça, non? Ce sera très intéressant. D'accord. OK. Au plaisir. Ok, docteur. Donc, merci une fois de plus d'être venu ce soir. Malgré ton emploi de temps, D'accord. tu es toujours disponible pour nous dire la science. N'hésitez pas à le suivre. Je vais mettre son Snapchat en commentaire. Vous allez le suivre au Oui, quotidien. Vous pourrez bénéficier c'est mon numéro. de. Comme ça, je pourrais. Oui. Tu D'accord, mets pas mon de numéro. souci. Donc, OK. je vous souhaite une très bonne fin de soirée à tout le monde. Et donc, Allez. à la prochaine. Merci. C'est un plaisir. Portez-vous bien. Au revoir à tous. Merci. Bye.